le visage immense de Donald Trump affiché sur des bâtiments de ministères américains. Son nom gravé sur des institutions culturelles hyper symboliques. I am the chosen one. Depuis le début de son second mandat, le président américain semble vouloir transformer sa présidence en véritable mythe historique vivant. Avant d'être président des États-Unis, Donald Trump est un businessman qui passe déjà son temps à imposer son nom dans le paysage américain. Il débute sa carrière dans l'entreprise immobilière de son père et il comprend vite une chose, il faut que son nom devienne une véritable marque. À Manhattan, son nom s'étale en lettres dorées sur la Trump Tower. À Las Vegas, un immense hôtel porte aussi son nom. À Atlantic City, des casinos Trump trônent sur la côte. Et en Floride, des terrains de golf aussi appelés Trump s'étendent sur des kilomètres. Mais c'est sa participation à l'émission de télé-réalité The Apprentice qui va vraiment l'ériger au rang de célébrité et définitivement transformer son nom en produit lucratif. En fait, Donald Trump, c'est le premier président américain qui a été une marque avant d'être un président. Même des steaks, des burgers, des jeux de société sont vendus comme des produits Trump. Et partout, une esthétique similaire. Couleur dorée, marbre, bâtiment haut et imposant, logo Trump en majuscule. En fait, ajouter le nom Trump, c'est pas uniquement apposer une signature commerciale. Il s'agit déjà d'installer tout un décor. Join me at Donald Trump's House of Wings. We'll make you happy. En 2011, dans le livre Midas Touch, l'homme d'affaires résume un peu sa vision. Je cite, « Construire une marque est peut-être plus important que de construire une entreprise. » I know what it is to win in life. Une fois à la Maison-Blanche, Trump appliqua en fait à la politique ce qu'il a appris dans le business, étaler son nom partout. I became president because of the brand. Et déjà pendant son premier mandat, certains signaux apparaissent. Il ajoute par exemple son nom sur les chèques d'aide Covid, ce qui crée une controverse. Mais c'est vraiment pendant son second mandat qu'on assiste à un véritable tournant. Ça fait plusieurs années que des chercheurs évoquent un culte de la personnalité de Donald Trump. Usually they say he's a horrible dictator type person. I'm a dictator. But sometimes you need a dictator. Je pense que la notion de culte de la personnalité, elle est très adaptée à Donald Trump, qui a toujours eu un sentiment qu'il fallait d'abord se vendre soi-même, qu'on était une marque. Pour évoquer le culte de la personnalité, c'est pas seulement ce que le président veut faire, c'est quels sont les moyens dont il dispose, les moyens techniques dont il dispose pour le faire. Et donc il y a au début du XXe siècle la presse, grand tirage, qui fait qu'on commence à le voir, le président. Les gens ne le voyaient jamais avant le président. Et puis il y a eu la radio, la télévision, et aujourd'hui il y a les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, Donald Trump se met en scène ou est mis en scène par la communication de la Maison-Blanche de manière presque héroïque, voire mythologique. Par exemple, en monarque, en Superman, en chevalier et même en Jésus. La tentative d'assassinat de 2024 à laquelle il échappe de justesse participe à cette mystification. Pour ses partisans, il devient un véritable survivant, quasiment un élu. My life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. Et progressivement, cette logique dépasse le cadre de la communication. Ce que cherche Trump maintenant, c'est écrire son nom dans les symboles permanents de l'État américain. À la Maison-Blanche, le portrait de Donald Trump est omniprésent. Il a même sa propre statue d'or de 4,6 mètres, commandée par des entrepreneurs en crypto-monnaie dans le club de golf de Doral en Floride, club qui appartient à sa famille. Mais ce qui est peut-être encore plus marquant, ce sont ces banderoles géantes sur les façades de bâtiments fédéraux, comme le département de la justice, du travail ou de l'agriculture. Les banderoles qu'on voit fleurir sur des bâtiments publics avec le visage du président américain Donald Trump, c'est pas quelque chose d'habituel dans l'histoire américaine, c'est même quelque chose d'inédit d'une certaine manière. Et ça traduit soit une bascule autoritaire de la démocratie américaine, soit pire encore, une bascule vraiment très personnelle du pouvoir présidentiel, du pouvoir américain. Bien sûr, la plupart des dirigeants aspirent à une reconnaissance durable. Aux États-Unis, les anciens présidents lèvent régulièrement des fonds, par exemple pour créer des grandes bibliothèques visant à retracer leur mandat. Mais cette année, c'est le 250e anniversaire des États-Unis. Et Trump utilise largement cette occasion pour disséminer son nom et son image au-delà des façades. En décembre 2025, il rebaptise le Kennedy Center. C'est l'un des lieux culturels les plus symboliques de Washington, nommé en hommage au président assassiné John Fitzgerald Kennedy. Son nouveau nom ? Le Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center. Et ce n'est pas seulement symbolique. Donner le nom d'un président en exercice à une institution nationale comme ça, c'est inédit dans l'histoire des États-Unis. Même les parcs nationaux n'y échappent pas. Pendant des décennies, les passes annuelles montraient des canyons, des forêts, enfin bref, des paysages mythiques américains. Mais désormais, le visage de Trump apparaît à côté de George Washington, le premier président américain. Une ONG environnementale porte plainte et un mouvement sur les réseaux sociaux s'organise pour recouvrir ce nouveau pass et donc le visage de Trump.
Ces utilisateurs ont été prévenus par le département de l'Intérieur que s'il est recouvert, le pass ne sera pas valide. Donald Trump va aussi être représenté sur les passeports ou encore sur des pièces de monnaie commémoratives, surtout réservées aux collectionneurs. Officiellement, toutes ces initiatives célèbrent le 250e anniversaire des États-Unis. Mais pour les opposants de Trump, dans les faits, cet événement devient aussi une gigantesque opération de branding présidentiel. In my campaign for president, I pledged to give America the most spectacular birthday party the world has ever seen for America's 250th anniversary. Il y a quelque chose de paradoxal que celui que beaucoup considèrent comme un roi américain vienne célébrer le 250e anniversaire qui célèbre l'anniversaire de la rupture avec un roi, un vrai roi, qui est le roi anglais de l'époque. Ça serait allé un peu vite parce que d'abord, Donald Trump n'est pas le premier à se servir de l'anniversaire de 1776 pour en faire un moment d'ultra-patriotisme. C'est par exemple Ronald Reagan qui l'a beaucoup fait. Jimmy Carter, président pourtant beaucoup plus modéré, beaucoup plus nuancé, en 1976, donc lors du bicentenaire, lui n'avait pas mis en avant sa propre personnalité. Là, on était sur un anniversaire plus classique. Aux États-Unis, il existe d'ailleurs une loi qui interdit de représenter des présidents vivants sur les pièces de monnaie. Pourtant, au-delà des pièces commémoratives, le département du Trésor voudrait maintenant produire une pièce spéciale de $1 à l'effigie de Trump, qui, elle, pour le coup, sera mise en circulation. En mars 2026, une étape supplémentaire est franchie. La signature de Trump figurera maintenant sur les billets de banque américains. Encore une fois, pour commémorer les 250 ans. Et encore une fois, c'est inédit pour un président encore en vie. Trump est aussi le seul président à avoir des navires de guerre baptisés en son nom pendant son mandat. À ce stade, ça revient sans arrêt. Premier président, cas inédit, comme si Trump cherchait à inscrire son pouvoir au-delà de la politique américaine, dans le décor, les symboles ou encore la mémoire. Aux États-Unis, le culte de la personnalité a mauvaise presse parce que les États-Unis sont nés d'une décolonisation d'une monarchie, donc l'idée déjà d'un monarque qui a trop de pouvoir, les Américains n'aiment pas trop ça historiquement. George Washington n'a pas voulu faire un deuxième mandat, le premier président américain, parce qu'il ne voulait pas de personnalisation de son pouvoir. Il ne voulait même pas parler de lui. Le premier président à être vraiment venu sur le devant de la scène et à parler à la première personne du singulier, c'est peut-être Theodore Roosevelt, qui est le premier président du XXe siècle et qui bénéficie à l'époque de la presse populaire. Dans certains cas, les institutions comme le Congrès soutiennent et encouragent la volonté de Trump de personnifier le pouvoir à outrance. I find it interesting that she keeps going after President Trump, the greatest president in American history. Par exemple, les républicains nomment les nouveaux comptes épargne pour les bébés les comptes Trump. Ou alors un site gouvernemental pour acheter des médicaments moins chers, TrumpRx.gov, même si le président américain affirme n'avoir jamais demandé à ce que son nom y soit associé. Mais dans d'autres cas, il fait face à une certaine résistance. En février 2026, le New York Times révèle que l'administration Trump a promis à un sénateur de New York qu'il débloquerait des fonds gelés s'il soutenait son projet de renommer la gare Penn Station et l'aéroport de Washington Dulles en son honneur. Le sénateur a refusé. Donc en fait, dans les faits, ce genre de changement reste assez difficile à imposer. Même chose pour les institutions comme le Kennedy Center. Sa volonté d'y associer son nom est jugée très probablement illégale et pourrait en plus être assez facilement annulée par une future administration, par exemple démocrate. Et puis, il y a l'opinion publique. Selon un sondage du New York Times et de Siena, le taux de popularité de Trump atteint son plus bas niveau depuis le début de son second mandat. D'après un sondage CNN, 62% des Américains jugent qu'il va trop loin avec tous ces changements de nom. Now, throughout this country's history, we've had conflict, we've had tumult, but we've never had a tyrant as the commander-in-chief. Surtout que le président américain veut aussi laisser sa trace au cœur du pouvoir. Depuis plusieurs mois, il est obsédé par l'idée de construire une salle de bal de 8000 mètres carrés à la Maison-Blanche. Le coût, 400 millions de dollars. Richard Nixon avait fait une salle de bowling, au moins un parce qu'il adorait ça. Donc on a pu avoir des tentations, des salles de cinéma, une piscine. Chacun a pu mettre sa patte. Le truc, c'est que Donald Trump le fait, dit qu'il le fait, et il met un sens politique, quasiment de dire, c'est un sens politique de dire je fais ce que je veux. Et je rends à sa Maison-Blanche sa grandeur. Je fais une grande salle de bal tout en or parce que pour moi, je considère que c'est ça la grandeur de l'Amérique. Selon un sondage de CNN, seuls 28% des Américains approuvent ce projet. Son projet d'Arc de Triomphe en plein Washington est qualifié d'impérial et est aussi plutôt impopulaire. It will be like the one in Paris, but to be honest with you, it blows it away. Les États-Unis sont méfiés évidemment d'un pouvoir centralisé autoritaire autour d'une personne, le monarque. D'où dans les rues aujourd'hui des millions de personnes qui manifestent contre Trump
au cri de No Kings, on ne veut pas de roi. Après, il ne faudrait pas non plus fantasmer les origines de la nation américaine. C'est que, bien sûr, les États-Unis se sont construits comme une grande démocratie très vite. Mais les pères fondateurs se méfiaient déjà de la démocratie américaine. Donc il faut des tas de garde-fous qui seraient des garde-fous qui garantiraient à nous, les pères fondateurs, nous les grandes familles aristocratiques américaines, de garder le pouvoir aux États-Unis. Et donc c'est par exemple les grands électeurs. Historiquement, en fait, les États-Unis ont tout fait pour ne pas personnifier à outrance le pouvoir. Et Donald Trump enchaîne tellement les modifications de noms, les affichages égocentrés, qu'en avril 2026, des rumeurs circulent. Des sculpteurs seraient en train d'ajouter le visage du président au mémorial national du Mont Rushmore. Mais c'est en fait une fake news, partie d'un poisson d'avril du journal The Daily Mail. Et la blague a aussi bien pris parce que l'idée d'ajouter Trump au monument avait déjà été évoquée par le passé, jusqu'à ce qu'un projet de loi soit présenté en 2025 pour, je cite, organiser la sculpture de la figure du président au Mont Rushmore, projet qui n'a jamais été adopté. They said he's the greatest president in history and the best president on the border by a factor of 10. And I said to them, does that mean I'm better than Abraham Lincoln and George? Well, yes, sir, you're better than both of them. Donald Trump prend l'exemple de Paris et de Napoléon quand il évoque son projet d'arc de triomphe américain. En 1803, un musée parisien prend le nom de Musée Napoléon, à la gloire de l'empereur. On l'appelle aujourd'hui le Louvre, et peu se souviennent de son nom passé. Les dirigeants peuvent nommer beaucoup de choses comme bon leur semble, mais ils ne peuvent pas choisir ce que l'histoire décidera de garder.